pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. La 15e édition du festival Les Printemps de Haute-Corrèze est consacrée cette année au Portugal. À cette occasion, le musée du Pays du Sel accueille jusqu'au 19 mai des œuvres de Marco Godino, René Bertolo, Miguel Palma et Francisco Tropa, des œuvres prêtées par le FRAC Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine. Sigamé, c'est le titre de cette exposition. Yannick Milou, directeur artistique du FRAC Artothèque, était présent le jour du vernissage. Suivez le guide. C'est une réponse en fait à une demande, à savoir le printemps du Haute-Corrèze qui cette année choisit comme thème le Portugal. Donc c'est vrai que comme je le disais un peu plus tôt, je me suis un peu gratté la tête en me disant aïe aïe aïe, comment je vais répondre à ça. Et puis en fait, effectivement, dans les collections, il y a 4 artistes portugais. Donc on n'a pas montré toutes les œuvres de cet artiste, on en a encore une de plus mais qu'on n'avait pas la place de montrer ici, et je pense que jamais sans cette opportunité ou cette demande du festival on aurait montré ces artistes portugais ensemble, parce que c'est pas vraiment notre habitude de faire des expos à couleur comme ça, nationales ou que sais-je, enfin bon. Mais tout d'un coup, en les réunissant, à cause de ce prétexte-là, on s'aperçoit qu'elles ont quand même des choses en commun, notamment cette dimension de l'exploration du monde, qui est pas forcément non plus une découverte, mais enfin, c'est toujours intéressant de le voir confirmé par des œuvres récentes d'artistes de différentes générations. Avant qu'on ne découvre les œuvres des 4 artistes exposés, que vous nous donniez des clés de compréhension, est-ce qu'on peut revenir sur le titre de l'exposition, Sigamé ? Sigamé, donc c'est juste une traduction en portugais du titre d'une des œuvres qui lui est anglais. Donc l'œuvre s'appelle Follow Me, c'est une œuvre de Miguel Palma. Et finalement, il a baptisé son œuvre en anglais pour essayer de s'exporter. Enfin, ce qui est un réflexe de beaucoup d'artistes, qui finalement donnent des titres en anglais à leurs œuvres pour essayer d'atteindre le marché international. Et il me semblait que c'était peut-être intéressant par ce titre-là, en baptisant cette exposition Sigamé, de pointer que effectivement s'expatrier, explorer le monde, choisir de vivre à l'étranger, c'est aussi emmener avec soi des éléments de son histoire et de sa propre culture, mais c'est aussi à un moment donné les confronter à une culture dominante, qui va être par exemple dominante par la langue. Et donc il me semblait que c'était quelque chose qui avait à voir aussi avec le déplacement, l'exploration, la circulation, le voyage, enfin ça a des conséquences bien sûr. Et donc moi je connais pas le portugais, j'ai jamais parlé le portugais, mais j'adore entendre le portugais, je trouve que c'est une langue merveilleuse dans ses sonorités, et voilà, c'est une très belle langue, et je trouve dommage que ce soit l'anglais qui prenne toute la place. On est littéralement entouré par une des œuvres exposées au musée du Sel. Ça nécessite une pièce entière. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre monumentale ? Voilà, dans notre jargon, on appelle ça une installation, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont au mur, il y a un ensemble de dessins au mur, et puis il y a au centre quelque chose qui est sur un socle. On va appeler ça une sculpture, à défaut de savoir tellement comment l'appeler. En fait, c'est une œuvre qui retrace finalement un processus de travail de Marco Godino, qui est le plus jeune artiste de l'exposition, qui est né en 78, et qui lui a choisi de quitter le Portugal et s'installer d'abord au Luxembourg, et puis maintenant il vit entre le Luxembourg et Paris. Et il travaille depuis déjà pas mal d'années avec une galerie qui est basée à Nancy. Et en fait, cette œuvre, c'est juste... c'est à la fois assez spécifiquement proche du vocabulaire de cet artiste, Marco Godino, qui aime bien aller chercher des choses, aller nous faire remarquer des choses qu'on ne voit pas forcément, enfin qui est un artiste très curieux dans sa manière de travailler. Et puis là, il a choisi en fait d'explorer tous les trajets possibles entre la gare de Nancy et la galerie avec laquelle il travaille à Nancy. Donc il y a des chemins qui sont beaucoup plus courts que d'autres. Ça veut dire que des fois peut-être on peut être
presser et prendre la ligne droite ou presque. Et puis des fois, on peut vraiment faire des détours. Et puis en fait, tous les chemins sont possibles. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a un vieux proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Mais là, en fait, tous les chemins mènent de la gare à la galerie. Et en fait, je crois que quand il a fait ça, c'était aussi pour aider son marchand, pour aider son galeriste. C'est-à-dire, il disait, bah voilà, ça va peut-être être un moyen aussi pour montrer aux gens que finalement, il y a la galerie au bout, quoi. Que donc, quel que soit le chemin qu'on prend, on va pouvoir peut-être aller jusqu'à cette galerie. Donc, c'était une manière d'aider aussi à rendre visible peut-être l'activité de la galerie. Et donc, il a fait tous ces circuits en les filmant avec une caméra vidéo. Et puis ensuite, à partir de ces films, il a fait des relevés, des dessins de styles comme ça de vidéos, où on voit des détails d'architecture, des personnages qui circulent, une boîte aux LED, des fragments d'immeubles, des plans, enfin bon, différents points de vue comme ça sur ces déplacements. Et puis, parmi ces dessins, on trouve plusieurs fois des plans, dont un qui est assez détaillé. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il a mis en couleur tous ces trajets, en les surlignant avec des feutres. Et puis finalement, ces feutres, ces trajets vont devenir une sculpture en néon, d'un format un peu plus déployé. Donc c'est vraiment des trajets qui sont matérialisés par de la lumière de couleur. Voilà. Donc on connaît les codes routiers quand on circule dans la ville. On sait que le vert c'est pour passer quand on est piéton ou quand on est en voiture. On sait que l'orange il faut faire attention. On sait que le rouge il faut s'arrêter. Là il n'y a pas que du bleu, du vert, du rouge, mais il y a aussi du violet. Il y a différentes couleurs. C'est des couleurs de circulation, mais qui sont pas forcément, je dirais, autoritaires, qui sont plus liées peut-être à la subjectivité même de l'artiste. Enfin, c'est différentes possibilités. Si vous êtes d'accord, je propose qu'on aille se mêler à la foule et que vous nous fassiez découvrir les... Mêlons-nous à la foule et dansons le fado. Allons danser le fado. Alors nous voilà arrivés devant une œuvre de René Berthelot. C'est une lithographie divisée en deux parties, horizontalement, comme ça. C'est une œuvre qui date de 78. Donc de René Berthelot, qui était un artiste qui a été un peu connu quand même à son époque, dans les années 70, quand il était actif à Paris. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est parti, qui a quitté le Portugal après avoir fait les Beaux-Arts, avec sa femme, Lourdes Castro, qui était donc assez connue, même sans doute plus connue que lui, même à l'époque, ce qui est quand même assez exceptionnel. Maintenant, les femmes artistes, on commence à les connaître davantage, mais dans les années 70, il n'y en avait pas beaucoup. Elles étaient femmes d'eux, mais en général pas reconnues pour elles-mêmes, alors que le couple Castro-Berthelot, c'était plutôt elle qui avait une certaine reconnaissance. Et donc, ils sont allés d'abord en Allemagne, rencontrer des artistes allemands et un peu sur les traces de Paul Klee, parce qu'ils étaient très très fans tous les deux de Paul Klee, très admirateurs de Paul Klee, puis ensuite ils sont venus s'installer à Paris, et là ils ont fait connaissance avec d'autres artistes, et ils ont commencé à travailler ensemble, ils ont édité des livres, des revues, etc. Et Berthelot, il a développé vraiment un langage très particulier. Donc les deux, enfin la litho divisée en deux parties, là c'est vraiment comme une sorte on est positionné en tant que spectateur devant comme dans un travail de comparaison entre les deux niveaux. C'est-à-dire c'est deux fois à peu près le même décor, le même environnement, comme une sorte de loft, comme ça à la montagne, enfin on ne sait pas très bien où c'est, avec des rideaux, une fenêtre, un canapé, un plancher, et puis après le dossier de ce canapé, il se transforme un peu en boulier, comme ça, sur les deux images, et puis il est prolongé de part et d'autre par une sorte de gouttière, enfin c'est difficile à décrire, et puis à part ces éléments qui sont identiques dans les deux dessins, tous les autres détails sont différents. Donc c'est un petit peu comme si finalement on imagine peut-être des personnages qui vivent là-dedans, qui s'intéressent peut-être à l'espace, qui sont peut-être intéressés par la philosophie indienne. Enfin, on a des suggestions aussi de voyage dans l'espace. Plein d'indices comme ça qui laisseraient supposer que des gens vivent là et ils ont des préoccupations assez particulières. Voilà, c'est un peu hippie aussi comme ambiance. Voilà, c'est très daté par rapport à l'époque, mais c'est d'une grande finesse et il y a une qualité aussi un petit peu mélancolique, me semble-t-il, dans cette lithographie. On a comme si on était transporté ailleurs. Mais en même temps, il faut quand même garder un chez-soi, un univers comme ça assez protecteur. Voilà, c'est vraiment assez étonnant, Et c'est une lithographie qui n'a pas de titre, mais en travaillant un petit peu sur cette exposition, j'ai retrouvé une petite phrase de
de Bertolo lui-même, qui disait donc dans les années 70 ma situation dans le mouvement artistique international consiste à mettre en image la réalité urbaine. Seulement l'ennui, c'est que j'ai des troubles de l'attention, alors je divague. Et ça, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que voilà, c'est une divagation de l'imagination et c'est vraiment un jeu qu'il entretient avec celui ou celle qui regarde de complicité comme ça. Enfin voilà, c'est assez séduisant, c'est pas tout à fait naïf, mais ça a quelque chose d'un petit peu enfantin aussi. Voilà, il faut vraiment prendre ça comme un jeu visuel et une invitation au voyage quelque part, mais un voyage un petit peu confortable, cocoon quoi. Hein, on est cocooné devant une œuvre comme ça. Face à cette lithographie de Bertolo, René Bertolo, on trouve une œuvre très forte de Miguel Palma, une plateforme pétrolière. Oui. Ça s'appelle Shell Platform, justement. Ça s'appelle Shell Platform. Et ce qui est très astucieux, me semble-t-il, dans cette œuvre, c'est que c'est un socle qui se transforme presque en derrick. Et qui supporte donc une plateforme pétrolière et sous le plateau du socle il y a une planète qui est toute petite par rapport aux proportions de la planète, hein. C'est une lampe éclairée d'ailleurs qu'il avait trouvée dans une brocante, je sais pas trop, enfin c'est vraiment quelqu'un qui adore les objets et qui travaille avec ces objets pour leur puissance d'évocation. Il a une méthode de travail bien particulière. Il a une façon de travailler, il travaille souvent avec des assemblages, hein, mais des assemblages qui partent d'une collectionnite aiguë, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de collectionner les objets. Et puis dans son atelier, il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers, et ils sont tous classés. Il y a des typologies d'objets, donc des jouets d'enfants, des petites voitures, des poupées, que sais-je. Enfin, et à partir de ça, c'est la matière avec laquelle il va faire des travaux. Mais des travaux qui sont souvent des maquettes, mais qui peuvent aussi être des maquettes pour des projets à grande échelle. Et donc l'œuvre dont on vient de parler, ça paraît un peu compliqué de la réaliser en grand, bien que, pourquoi pas, hein, mais par contre il y a une autre œuvre qui a aussi une forme de maquette et qui est vraiment, elle, pensée comme un projet qui pourrait être réalisé à grande échelle, et c'est une sculpture pour un hall d'aéroport. Avant de passer à la seconde œuvre de Miguel Palma, on peut expliquer que la première, cette plateforme pétrolière, dénonce l'exploitation des ressources pétrolières par l'homme. Je ne sais pas si elle dénonce, mais enfin elle pointe ça, oui, ça c'est sûr. Enfin, ne serait-ce que dans le rapport d'échelle dont je parlais entre la plateforme et la planète qui est en dessous. La planète, elle est déjà beaucoup petite par rapport à la plateforme, et ces simples rapports d'échelle pointent ça du doigt. Alors, c'est une dénonciation, oui, c'est une œuvre qui contient ce message-là, bien entendu. C'est aussi un jeu. Et c'est aussi drôle. Et je pense que, personnellement, l'humour, c'est sans doute une des choses les plus importantes, surtout pour les pauvres. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on est modeste, la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est de prendre la vie avec beaucoup d'humour, quoi. Enfin, de pouvoir relativiser. Et là, je trouve que c'est une invitation aussi de manière assez humoristique, à poser des questions quand même, somme toute, assez graves et importantes. Vous parlez d'humour, de jeu, ces deux qualificatifs qui vont plutôt bien à la seconde œuvre de Miguel Palma. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment... moi, j'avoue que quand je suis devant ce type d'œuvre, j'ai vraiment les pantalons qui rétrécissent et je retombe un peu en enfance, quoi, au sens littéral du terme. Parce que voilà, quoi, c'est des modèles réduits, c'est des petits personnages. Donc là, si on décrit la chose, sur un socle cylindrique, il y a une espèce de support d'un aliment tournant où en fait Palma a utilisé un avion, je sais pas, genre un Caravelle ou je sais pas trop quoi, qu'il imagine donc en fin de vie, qui va plus être utilisé, et il propose de recycler cet avion pour en faire une sculpture pour le hall d'attente d'un aéroport. Donc la sculpture tourne comme ça, l'avion tourne sur lui-même comme une sorte de manège avec un petit contrepoids, ça avance en fait avec un petit ventilateur en fait, hein. C'est le ventilateur qui fait tourner le manège très lentement, et puis sous cet avion il y a une caméra qui vient filmer les personnages, les gens qui sont là, qui attendent leur avion, qui attendent les passagers qui vont arriver ou qui attendent de partir, on ne sait pas très bien. Et donc toutes ces personnes qui sont dans le hall sont filmées depuis le dessus, et ce film est retransmis en direct sur un écran. Et en fait, quand Palma parle de ça, il dit c'est pour préparer les gens éventuellement au voyage. Il y a plein de gens qui ont peur de prendre l'avion, par exemple, c'est vrai. Enfin, du coup, c'est un peu pour les accoutumer. Et puis, c'est finalement transformé, c'est parler aussi du voyage comme sans doute le mode de déplacement
est le mode de loisir le plus développé aujourd'hui à la surface de la planète. Enfin, on parle toujours de pollution, etc. Quand on fait le calcul de toutes les émissions des vols d'avion quotidiens, c'est totalement effrayant, quoi. Et en même temps, c'est devenu très low cost, tout le monde peut voyager, peut partir partout. Enfin, bon. Donc on dépense sans compter, là encore, et c'est presque un jeu. Mais c'est un jeu peut-être aussi un petit peu dangereux. Enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette œuvre, parce que effectivement, on peut la prendre comme un verre plein ou un verre vide. C'est-à-dire, on peut dire, c'est pour accoutumer les gens à pouvoir décoller ensuite, mais en même temps on peut prendre ça aussi à l'inverse et c'est un peu une menace comme ça, c'est aussi une sorte de surveillance généralisée, et tout ça n'a l'air que d'un jeu, n'a l'air que d'un manège, hein, donc c'est finalement, voilà, c'est plutôt amusant, mais en fait c'est un peu à double sens, et toujours son travail est comme ça, toujours il est un peu ambigu, ou il est évocateur, mais de plusieurs entrées. La dernière œuvre est peut-être la plus intrigante, la plus mystérieuse. Elle mêle une photographie et une installation dans laquelle on trouve une boîte, une bouteille, un parapluie, une pierre. Et une corde. Oui, ça c'est l'œuvre d'un artiste qui est sans doute un des plus connus actuellement, un des Portugais les plus connus actuellement, puisqu'il a déjà représenté le Portugal à la Biennale de Venise. Il s'appelle Francisco Tropa. C'est un artiste, on peut dire, peut-être qu'il s'est un peu trompé d'époque. Je pense que c'est un artiste dont le profil est peut-être celui de la Renaissance. C'est un artiste très très érudit qui connaît vraiment beaucoup la philosophie, la littérature classique. Enfin, c'est vraiment un puits de science. Et c'est quelqu'un qui travaille avec des matériaux assez souvent assez sophistiqués. La lumière, le verre, le cuivre, et l'œuvre qu'on montre de lui ici, c'est une œuvre un peu à part dans sa production, mais quand même assez emblématique de sa façon de travailler. Donc on peut dire qu'effectivement c'est une sculpture, et en fait c'est plutôt une sorte d'outil potentiel. Donc ces éléments dont vous parliez, le parapluie, la bouteille avec son osier autour, là c'est un nom précis mais dont je me rappelle plus, une corde, un galet, tout ça c'est effectivement, comme la photo qui est à côté nous le montre, un outil qui pourrait servir à mesurer ou à prendre conscience des courants sous-marins. Donc le parapluie, plutôt que d'être utilisé dans l'air et s'abriter de l'eau, là il est utilisé dans l'eau et il enregistre, ou il se déplace finalement avec les courants sous-marins. Le galet vient simplement lester la chose, et puis la bouteille c'est le flotteur. Hein, voilà, donc il y a pas mal de mètres de cordes comme ça qui permettent que cet objet puisse... Donc c'est finalement à un moment donné, là aussi à l'ère de... comment dirais-je, de l'ingénierie numérique, des radars partout, sur toute la surface du monde. C'est comme s'il nous proposait de revenir à une méthode vraiment ancienne, pour pas dire archaïque, d'appréciation du monde, quoi. C'est comme si finalement, à un moment donné, il nous proposait de pas forcément faire confiance à toute cette technologie qu'on utilise à gogo, et dont on a l'impression qu'elle va participer à notre sécurité, à notre connaissance dans les moindres détails du monde, mais de revenir à une connaissance, je dirais, plutôt sensible ou attentionnée comme ça du monde. Et Tropa est vraiment un artiste absolument incroyable. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ses expositions. C'est très très savant et en même temps limpide. C'est ça qui est merveilleux avec lui. L'exposition accueillie par le musée du Pays du Sel a pour titre Sigamé. Oui. Suivez-moi, est-ce qu'on peut entendre ce titre comme une invitation à suivre l'art contemporain en abandonnant les idées préconçues, les a priori ? Ah bah bien sûr, et puis c'est aussi, je pense, moi si j'ai voulu qu'on appelle cette exposition Sigamé, c'était pour pas l'appeler Follow Me, qui est le titre d'une des œuvres de Miguel Palma, hein, c'est la sculpture pour l'aéroport, parce que je sais que Miguel Palma, comme beaucoup d'artistes,
et portugais et français, et que sais-je, donnent des titres anglais à leurs œuvres pour essayer de les faire exister sur le marché de l'art qui est plutôt international et anglo-saxon. Et cette invitation au voyage, parce que suivez-moi, suis-moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment allez, venez, suivez-moi. Et c'est un encouragement au voyage, du coup, littéral presque par cette sculpture, mais c'est aussi, dans mon esprit, une manière de pointer le fait que finalement, ce bagage culturel, sans doute le plus important qui est la langue, à un moment donné, si la traduction fait que on va peut-être gagner des choses, mais c'est sûr qu'on va en perdre aussi. Hein. Donc la subtilité du langage, et je ne parle pas portugais comme je vous l'ai dit, mais je trouve que Sigamé c'est très beau, quoi. Sigamé c'est, voilà, on a envie de le dire, de le chanter, enfin, on a envie de le comprendre tout de suite presque. Yannick Milou, directeur artistique du FRAC Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine à propos de l'exposition Sigamé. Vous avez jusqu'au 19 mai pour découvrir ces œuvres de Marco Godino, René Bertolo, Miguel Palma et Francisco Tropa au musée du Pays du Sel, ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, entrée libre. Cinq, 25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.